Panem 360 aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Léo Marillier, membre du Quatuor Diotima, qui viendra se produire dans le cadre du Festival de la Naudière le 22 juillet prochain à l'église de Saint-Alphonse-Rodriguez. Léo Marillier, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Alexandre. Alors, c'est la première fois que vous allez venir au Québec avec le Quatuor. C'est une grande inauguration. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas Diotima, parlez-nous un peu de votre histoire. Comment le Quatuor s'est constitué? Alors, le Quatuor s'est constitué en 96, Mhm. ouais, en 1996, avec la volonté de faire la promotion de jeunes compositeurs. OK. Donc moi, évidemment, vu mon âge, j'étais pas là, hein. J'ai joué le Quatuor il y a un petit peu moins de 3 ans. Euh, mais voilà, la volonté du Quatuor, c'était de promouvoir la création contemporaine, mais avec un petit twist en quelque sorte, parce que le nom de Diotima, c'est une double référence en quelque sorte. Mhm. Parce qu'avec Diotima et aussi avec le programme qu'on présente au Festival de la Naudière, on aime bien un peu mélanger les esthétiques. Et le nom de Diotima, c'est à la fois une référence à Friedrich Hölderlin, qui était un grand poète romantique allemand, et c'est aussi donc, c'est en référence au romantisme, et c'est aussi une référence à la musique contemporaine, et en l'occurrence, le quatuor de Luigi Nono, qui s'appelle Fragmentstille an Diotima. Et donc, ce dialogue de l'hier et de l'aujourd'hui, Mhm. ou du hier un peu plus proche, c'est ce qui nous tient à cœur, et c'est exactement le type de programme c'est exactement le programme qu'on va présenter le 22 juillet. Oui, effectivement, parce que on est loin de la musique contemporaine à proprement parler, là. C'est un programme qui met de l'avant Maurice Ravel avec le quatuor à cordes en fa majeur, qui est très, très, très Mm. connu, mais aussi le quatuor à cordes en fait, un quatuor à cordes de Szymanowski, de Karol Szymanowski, et le Mhm. quatuor à cordes en ré majeur de Korngold. Donc, c'est vraiment, effectivement, une esthétique très, entre guillemets, on va dire standard, mais qui traduit bien ce que vous disiez sur la versatilité euh, de votre ensemble. Oui, oui. Et puis aussi, il faut dire que c'est une histoire de contexte aussi, c'est-à-dire Mhm. que le deuxième quatuor de Chimanovski, donc à l'époque de sa création, dans les années 30, c'était vraiment une œuvre très Mhm. audacieuse, Et ouais. à côté de ce qui se faisait en France par ailleurs avec Poulenc ou Mio. Chimanovski fait vraiment a beaucoup de courage pour écrire un quatuor à la fois aussi beau et puis en même temps au- aux sonorités si percussives et très douces en même temps. Enfin, ce qui nous intéresse, c'est de voir ce qui, en fait, a été contemporain à n'importe quel moment Mhm. C'est de ça. l'histoire de la musique. Oui, donc justement, vous en parlez du programme. Est-ce que c'est un peu ce narratif-là que vous avez voulu essayer de tracer avec ces trois œuvres-là? Parce qu'effectivement, la plus ancienne, si je ne me trompe pas là-dedans, c'est certainement le Ravel, qui est une œuvre assez jeune dans sa composition aussi. Il l'a Oui. composée au tout début des années 1900, si je ne me trompe pas. Donc, c'est vraiment une sonorité qui est très, très fraîche. Et après ça, Korngold et Szymanowski qui sont dans des univers sonores complètement différents et beaucoup plus éclatés. Donc, quelle est la ligne narrative que vous avez voulu tracer avec ces trois ensembles? Alors, il y a une filiation qui est quand même assez directe entre Ravel et Chimanovski au Mhm. niveau de ce qu'on pourrait appeler l'impressionnisme en musique, même si c'est un terme vague, c'est un mot chapeau dans lequel on peut mettre Ravel et Chimanovski, qui d'autant plus se sont connus puisqu'ils ont vécu à Paris en même temps. Et Mhm. en même temps, ce qui rejoint Chimanovski et Korngold, c'est que ce sont tous les deux des compositeurs exilés. Alors, pas pour les mêmes raisons, bien sûr, Mhm. Chimanovski de manière volontaire, si j'ai envie de dire, puisque, puisqu'il a quitté la Pologne à la recherche d'exotisme et, si j'ose dire, de quelque chose de méditerranéen Mhm. dans sa vie et dans sa musique. Alors que pour Korngold, qui là, c'est le troisième quatuor de Korngold, c'est une œuvre tardive, c'est une œuvre qu'il a écrite quand il habitait à Beverly Hills en 1946, je crois, la date de composition, et qui est marqué en fait d'une d'une immense nostalgie pour Vienne, mais aussi pour l'Europe d'avant-guerre telle que Chimanovski l'a décrite en quelque sorte. Et il y a des parallèles dans l'œuvre entre le Chimanovski et le Korngold au niveau de l'ardeur rythmique notamment, et puis
C'est extrêmement sensuel, les deux œuvres. Est-ce qu'au niveau du langage également, il y a des accointances ou on est dans des univers musicaux qui sont totalement différents? Euh, il y a quand même il y a beaucoup d'accointances, mais chez Chimanovski, c'est beaucoup plus langoureux en quelque sorte. OK. Donc le premier mouvement notamment, on sent pas du, déjà c'est un mouvement lent, hein, le Mhm. premier mouvement de Chimanovski, ce qui est quand même assez original. C'est un Mhm. quatuor en trois mouvements. Euh, et c'est très 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 contrasté en quelque sorte le Chimanovski. Chacun des mouvements est très caractérisé. Euh, Même si dans le langage harmonique, finalement, c'est en quelque sorte, c'est assez proche de Korngold, Mhm. mais chez Korngold, c'est un peu du plaisir constant, en quelque sorte, du plaisir pour les oreilles constant. Alors que chez Chemnowski, il n'hésite pas à chercher des choses assez violentes, à se forcer un peu la main, et il fait une fugue, notamment, ce qui est assez Mhm. original pour un compositeur impressionniste. C'est pas la première chose à laquelle on pense, la fugue. Mais Non, non, effectivement, ou du moins, c'est un exercice de style que beaucoup s'imposaient pour un peu faire hommage, d'une certaine façon, un peu de faire un pied de nez à l'académisme euh, oui, de ces formes-là, de Bussy, entre autres. oui, oui, oui. Mais, Vocal. Hein. mais Ravel de même, hein, parce que C'est vrai. le quatuor de Ravel, il est dédié à son maître, Gabriel Fauré, dont on fait Mhm. le centenaire cette année. Et c'est aussi une forme de regard sur l'académisme, sur Mhm. l'académisme français de l'école de César Franck, en quelque sorte, Oui. de la Schola Cantorum de la charnière du XXe siècle. Oui. Non, c'est ça, parce que Ravel aussi, il était un peu. Est-ce qu'on pourrait le qualifier d'un peu d'enfant terrible de l'époque aussi, à cause de son langage qui était très, très coloré, qui était très, très. Des recherches de timbre qui caractérisaient beaucoup son langage. Oui, 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 oui. En fait, et c'est justement sa très grande innovation, c'est d'avoir réussi à, à imprégner le quatuor à cordes de cette recherche de couleurs. Parce que écrire pour quatuor, enfin composer pour quatuor, c'est très exigu en quelque sorte, parce que c'est Mhm. quatre instruments qui sont faits pour jouer ensemble et donc pour sonner ensemble. Donc à l'intérieur de ça, comment on peut trouver des petites merveilles? Et Ravel le fait à chaque page. Oui. Bon, vous l'avez mentionné, bon, votre caractéristique, c'est vraiment effectivement la large palette de répertoire et d'expertise que vous avez. Comment au niveau des concerts notamment, puis de la médiation que vous faites des concerts, vous arrivez à ramasser tout ça ensemble pour faire un trait narratif parce que vous allez, si on regarde juste votre discographie, vous allez de la seconde école de Vienne, de Schoenberg, Berg, Webern, à Tristan Murail, à Ligeti, à des compositeurs beaucoup plus contemporains comme, là j'ai des noms comme George Onslow, comme Alberto Posada, donc tout cet univers-là. Comment vous approchez ça avec le public pour rendre ça attractif ou accessible, en fait? Alors, à un certain nombre de reprises, en amont des concerts, je dirais à peu près un tiers des concerts, on nous demande d'envoyer des vidéos, par exemple, justement pour un peu présenter le programme et les affinités ou donner des clés d'écoute, notamment pour les pièces contemporaines ou les créations. Mhm. Euh, et après, en fait, j'ai envie de dire, le travail, c'est aussi nous qui le faisons au moment de répéter. Mhm. C'est-à-dire que quand on joue, par exemple, du Posadas et du Ravel dans le même programme, euh, eh ben, les deux vont s'influencer en quelque sorte. Mhm. Ça finit par communiquer. OK. Le monde soi-disant ancien Mhm. et finalement peut être injecté d'innovation dans l'écoute. Et c'est ce qu'on cherche à faire, à produire sur scène. Et ouais, pour nous, le fil rouge, c'est très très important. Mais j'ai envie de dire que ce qui unit à la fois la discographie qu'on a, mais aussi la manière dont on construit les programmes, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que toutes les pièces qu'on joue, que ce soit de Schubert, de Mhm. Beethoven, Brahms, etc., ont été révolutionnaires Mhm. au moment de leur apparition. Et ce qu'on souhaite, c'est raviver ça en quelque sorte. Oui, parce que même si le public oui, oui,
est toujours au rendez-vous, puis a un appétit pour ça. Le créneau de la musique contemporaine demeure toujours un peu quelque chose qui est toujours peut-être perçu comme de très élitiste ou de peu Oui, accessible, parce que c'est des langages qui sont très, très complexes, qui sont très touffus, ou même des fois, c'est des expressions artistiques qui sont complètement éclatées, donc qui rendent la réception d'un spectateur ou d'un auditeur traditionnel plus difficile. Donc, est-ce que ouais. vous trouvez l'évolution qu'on voit aujourd'hui par rapport à, mettons, il y a une trentaine d'années, par exemple, on s'enligne vers quelque chose de plus accessible, peut-être, ou du moins, la pédagogie autour de la musique contemporaine, elle est mieux pensée. Oui, 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 je pense que la médiation autour de la musique contemporaine est mieux. Puis aussi, je veux rien dire de controversé ou qui montre un désaccord avec ce qui se passe actuellement. C'est pas du tout un jugement de valeur Mhm. que ce que je vais dire, mais je pense que les moyens vraiment musicaux de la musique contemporaine aujourd'hui sont moins violents, j'ai envie de Ok. dire, Ok. qu'il y a une trentaine d'années. Mhm. Il y a une recherche qui est peut-être plus profonde, mais qui a moins valeur de, oui, qui a moins valeur de choc qu'il y a une trentaine d'années. Donc, je pense que c'est dû au fait que par rapport, là encore, à la génération précédente, où il y a deux générations, la musique communique davantage avec les autres arts. Il y a Mhm. plus de réflexion sur le rôle de la musique, son utilité sociale ou au contraire son inutilité, qui peut être parfaitement assumée et Mhm. oui, qui peut être portée en avant. Oui, oui, il y a toute cette aussi intermédialité puis intersectionnalité entre différentes formes artistiques qui entrent là-dedans. Donc, on parle de la musique en elle-même, mais musique et art, musique théâtre, Oui, musique et danse aussi également. oui, oui, oui. Et c'est là où j'ai envie de dire, le quatuor à cordes est assez spécial parce que à la base, c'est un genre abstrait. Mhm. C'est-à-dire que c'est un genre qui précisément a été construit en dehors des modèles de narration, de la musique vocale ou de l'accompagnement de la danse ou de la musique de scène. Et ce qui est intéressant, c'est que les compositeurs sont quand même intrigués par le fait que le quatuor est un genre qui est toujours existé et perduré et a été à l'avant-garde à chaque époque, Mhm. tout en se renouvelant. Et ce que je trouve très intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a une, le quatuor à cordes, je ne veux pas dire qu'il est en danger, Mhm. mais il est soumis au monde extérieur, en quelque sorte. C'est-à-dire il faut qu'il trouve sa place et que la création pour quatuor, c'est pas vraiment la création pour des ensembles ou Mhm. avec des artistes vidéo. Alors évidemment, on fait pas mal de collaborations avec de la vidéo et nous-mêmes dans nos programmes, on cherche un peu à mêler les différentes expériences sensorielles. Mais voilà, la situation ouais, d'un quatuor à cordes qui fait de la création aujourd'hui est assez originale parce c'est un genre qui évidemment est respecté Mhm. de par les générations de de très grandes formations et d'immenses compositeurs et compositrices. Mais il y a beaucoup de compositeurs qui cherchent à remettre un peu des modèles littéraires, mais de manière très subtile et très intéressante, je trouve. Ah, Voilà. avez-vous des exemples Par là-dessus? exemple, il y a une pièce de Rebecca Saunders, qui est une compositrice britannique, qui a écrit en 2017 une pièce pour le quatuor qui s'appelle Unbreathed, qui Mhm. en fait est inspirée par un peu l'ambiance théâtrale de certaines pièces tardives de Beckett, OK. d'où le titre Unbreathed, qui en fait vient d'un des textes for Nothing de Beckett. Mhm. Et puis aussi, il y a beaucoup d'œuvres dont le titre, par exemple, se rapproche de la littérature. Je pense par exemple au Buch de Enno Poppe. Buch, c'est Mhm. livre en allemand. Oui. Et donc, qui cherche un peu à se rapprocher, tout en faisant du quatuor à cordes de tout ce qu'il y a de plus brillant et de plus quatuoresque, en quelque sorte.
Donc je trouve que c'est une alchimie qui est très compliquée, mais qui est fascinante à observer dans la musique contemporaine. Absolument. Euh, donc là, après le Festival de la Naudière, quels sont les autres projets qui vous attendent en tant qu'ensemble, en termes de concerts, d'albums ou d'autres projets? Alors, on a comme. Alors, au niveau des concerts, c'est assez serré d'ici la fin juillet, puisque. Oui, oui, je l'avais peut-être dit, mais le lendemain du concert à la Naudière, ou le surlendemain, on joue à Hambourg pour le festival du Schleswig-Holstein, où en fait, il y a une amie, une collègue compositrice, Lisa Streich, qui va recevoir le prix In the Meet, hein, donc un prix de composition. Et donc, on va jouer une de ses œuvres. Et après, dans les grands projets, on va jouer une pièce très originale de Schoenberg avec orchestre. Il a écrit un quatuor. Il a écrit un concerto pour quatuor à cordes et orchestre. D'après un. En fait, c'est un arrangement, en quelque sorte, d'un concerto grosso de Handel. OK. Il a écrit ça dans les années 30. C'est un peu une trouvaille. C'est très, très rarement joué, mais c'est fascinant. C'est un peu ouais, c'est un peu Handel sauce Hollywood. Donc, c'est assez. Handel avec du xylophone, quoi, si c'est pour vous donner une idée. Donc, on va faire ça en Allemagne en OK. septembre. Et après, dans les grands projets discographiques, l'an prochain, c'est le centenaire de la naissance de Pierre Boulez. Hmm. Et donc, il y a un album avec son quatuor à cordes, qu'il a appelé justement le livre, livre pour quatuor. On parlait des modèles littéraires tout à l'heure. En Oui. voilà un peu. Et donc, c'est un album qui va sortir en mars prochain. Et autrement, ah oui, petite trouvaille. Euh, Cette année, ce sont les 200 ans de la naissance de Anton Bruckner. Mhm. Et on a eu l'occasion, la chance et le plaisir de pouvoir enregistrer le quatuor à cordes de Bruckner ainsi que deux œuvres inédites. OK. Et donc, c'est un projet tout à fait original, mais dans lequel on s'est jeté avec grand plaisir pour découvrir des œuvres de jeunesse, finalement, de Bruckner, ainsi Mhm. que un grand quatuor, un immense quatuor d'un de ses élèves, qui s'appelait Friedrich Klose, qui a écrit un quatuor vraiment post-romantique à la sauce Mahler ou Bruckner, justement, mais beaucoup, beaucoup de Mahler, je trouve, ou Strauss. Voilà, donc c'est. Ah, des beaux projets, puis effectivement des compositeurs, encore une fois, assez éclatés au niveau du langage. Et effectivement, Schoenberg avec un concerto pour quatuor à cordes, c'est ça, sauce Handel. Est-ce qu'il est dans sa période d'odécaphonique à ce moment-là? Oui, c'est ça. Il est, Donc, il est, il est- En fait, il est dans sa période de décaphonique, mais il vient, à ce moment-là, c'est en 34 ou en 35 qu'il compose le Quatuor, donc il vient tout juste d'arriver à Los Angeles, et en hmm, fait, il connaît personne. Et ce qui se passe, enfin, il connaît une personne, c'est Otto Klemperer, qui hmm, était un immense chef d'orchestre qu'il a connu avant la guerre à Berlin. Et il s'est dit, tiens, je vais essayer de me rapprocher de Klemperer pour qu'il joue un petit peu mes œuvres. Donc Klemperer, il a demandé à Klemperer qu'est-ce que tu veux que je fasse. Et Klemperer lui a suggéré plusieurs choses, dont cette pièce-là et une pièce beaucoup plus connue qui est l'orchestration du premier quatuor avec piano de Brahms. hmm. C'est une œuvre enfin, c'est un arrangement de Schoenberg qui est quand même assez souvent joué. Et c'est à l'initiative de Klemperer. Encore une fois, un programme et des horizons musicaux extrêmement variés qui vous attendent, dont un, je le répète, qui va se produire le 22 juillet à l'église de Saint-Alphonse-Rodriguez dans le cadre du Festival de la Naudière. C'est le quatuor Diotima qui va interpréter le quatuor à cordes numéro 2, opus 56 de Karol Szymanowski, le quatuor à cordes en fa majeur de Maurice Ravel, le quatuor à cordes en ré majeur de Eric Kongold. C'est avec vous, Léo Marillier, violon, Yoon Peng Zhao au violon également, Franck Chevalier à l'alto et Alexis Descharmes au violoncelle. Merci encore d'avoir pris le temps de nous parler et je vous souhaite un très bon séjour, un très bon premier séjour au Québec. Merci beaucoup.